Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à cette assemblée annuelle du CIS de la Nodière qui, comme vous le constatez, a dû être retardée de quelques mois à cause de la pandémie. Je vous rappelle que les rapports qui vont vous être présentés ce soir couvrent la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Malgré une fin d'année, mars 2020, bousculée par les nombreux défis reliés au début de cette pandémie, il est important de prendre un moment pour se rappeler les principaux accomplissements faits par le CIS de la Nodière dans l'année 2019-2020. D'abord, je voudrais parler de la dimension ressources humaines. Soulignons que cette année 2019-2020 a été marquée par d'importantes actions et d'importantes campagnes de recrutement à tous les niveaux, dans les cégeps, dans les universités, dans les salons de l'emploi, dans le but de faire face à la pénurie de la main-d'œuvre vécue par notre organisation. Ces actions ont permis l'embauche de 2071 nouveaux employés. Notons aussi la mise en place de relations accélérées et fructueuses avec le milieu de l'éducation, visant à offrir des formations en lien direct avec les besoins de notre établissement. Ces efforts, enclenchés depuis quelques années, se poursuivront en 2000-2021, puisque cette pénurie, au niveau de l'agrément, en février 2020, le CIS de la Nodière a connu sa deuxième visite d'Agrément Canada, cette fois-ci dans les secteurs de la protection de la jeunesse, du programme jeunesse et des programmes santé mentale et dépendance. L'établissement a obtenu un taux de réussite de plus de 96 % octroyé par Agrément Canada à la fin de ces visites. Les recommandations qu'Agrément Canada nous ont faites sont en cours de réalisation et un suivi rigoureux est fait. Cette année aussi, plusieurs travaux ont été faits comme c'était fixé dans nos objectifs de l'année précédente, pour améliorer l'accès et l'offre de services. La contribution et le dévouement des équipes ont mené à des réalisations considérables en regard de l'amélioration de l'accès aux services et de la consolidation, et ça au sein de tous les programmes. Les résultats obtenus reposent sur des investissements majeurs réalisés dans différents secteurs, je parle d'investissement financier, mais également sur des travaux visant la révision des façons de faire, l'harmonisation de nos pratiques et la collaboration interdirection. Je vous rappelle que c'est un bilan qui est fait pour 11 mois sur 12 de l'année précédant la pandémie. La contribution des équipes sur le plan des équipes, on veut aussi mentionner que pour supporter au niveau technique ces équipes-là, il y a eu plusieurs investissements qui ont été faits au niveau de projets immobiliers dans notre région. Il faut souligner, entre autres, l'inauguration du centre d'hébergement Sylvie l'Espérance à Joliette, qui a accueilli ses premiers résidents à la fin de juin 2019, ainsi que la nouvelle unité d'endoscopie du centre hospitalier de la Nodière et des nouvelles installations de la clinique d'investigation gériatrique ambulatoire à Repentigny. Soulignons également le début, c'est maintenant terminé, le début de la construction devancée d'un bâtiment de 70 lits dans le cadre du projet d'agrandissement de l'hôpital Pierre-Legardeur à Lachenay, lequel peut déjà être utilisé et soutenir nos activités, notamment dans le cadre de la pandémie. Dans un autre ordre d'idée, nous sommes fiers de l'adoption en janvier 2020 du Code d'éthique de l'organisation. Cet outil qui soutient les fondements de notre entité organisationnelle énonce nos valeurs, nos obligations, mais également la place centrale que nous souhaitons donner à l'usager à titre de partenaire de l'organisation. Nous profitons de l'occasion pour souligner la contribution essentielle du comité des usagers central
des usagers du CIS de la Lanaudière et de nos comités locaux, nos différents comités locaux d'usagers. Toujours en lien avec ces comités, soulignons le lancement d'une campagne de promotion des droits des usagers élaborée en collaboration avec la direction de l'établissement. Sur le thème « Il était 12 droits », cette campagne vise à faire connaître ou à rappeler les droits reconnus par la loi sur la santé et les services sociaux aux usagers du réseau aux usagers de notre réseau. Il faut aussi souligner, avant de terminer, l'importance de nos liens de partenariat avec les différentes instances et les différents élus de notre région, avec nos collègues des milieux de l'éducation, de la justice, de la sécurité publique, de l'emploi, du développement régional et des affaires municipales, ainsi qu'avec l'ensemble des organismes communautaires de notre région. Nous souhaitons particulièrement remercier la Fondation pour le Nord de la Lanaudière et la Fondation Santé Sud de la Lanaudière. La première, c'était la Fondation pour la Santé du Nord. La deuxième, c'est la Fondation Sud de la Lanaudière et la Fondation Claude-Édouard Etu, Fondation des centres jeunesse, pour leurs efforts et leur appui indéfectible qui soutiennent année après année l'amélioration et l'offre des services à la population de la région. En terminant, vous me permettrez sûrement de sortir de l'année 2019-2020 pour dire quelques mots sur les 10 mois que nous venons de traverser. D'abord, en soulignant et en saluant le travail exceptionnel, extraordinaire, l'engagement, le professionnalisme de tous nos employés, personnel administratif, personnel clinique de toutes les professions, gestionnaires et médecins. Ils ont fait preuve durant cette dernière année ou ces 10 derniers mois et continuent à faire preuve d'une grande capacité d'adaptation, mais aussi d'un courage et d'une résilience hors du commun. Ils ont toute mon admiration et celle des collègues, des membres et de mes collègues membres du conseil d'administration. Nous tenons à les remercier bien sincèrement au nom du conseil et je me permets de dire au nom de la population de la région Lanaudière. Avec la vaccination qui s'accélère, une lumière apparaît au bout du tunnel, mais la partie n'est pas encore gagnée. De nombreux efforts et sacrifices marqueront sans doute les prochains mois. Je vous remercie à tous ceux qui sont présents à cette assemblée annuelle et plus tard, après les différents rapports qui vous seront présentés, nous serons ouverts pour répondre à vos questions. Donc, je passerai la parole à notre présidente directrice générale par l'intérim, Mme Caroline Barbir, pour le rapport, les faits saillants et le rapport annuel de gestion. Madame Barbir. Alors, merci, Monsieur le Président. Donc, je me présente, Caroline Barbir, PDG intérimaire, nommée à compter du 3 décembre 2020. Donc, notre président a parlé des efforts de recrutement, des projets d'immobilisation. Moi, je souhaite mentionner que la région de Lanaudière a reçu du financement additionnel assez considérable, 34 millions d'ajouts de financement additionnel qui touchent toutes les catégories et secteurs d'activité, en allant du volet CHSLD au volet soutien à domicile, le volet du milieu hospitalier, les médicaments, donc les jeunes en difficulté, la DPJ, la santé mentale et dépendance. Les organismes communautaires aussi ont reçu du financement additionnel. Et bien sûr, il y a aussi eu le soutien à la famille et aux proches aidants. Et on a aussi eu du financement pour soutenir les ressources humaines et surtout l'amélioration de la santé des employés puis les conditions de travail des employés. Et la région a aussi reçu un financement de 5,8 millions, ce qu'on appelle en termes d'équité interrégionale. Ça, c'est pour rétablir, en fonction de l'approche populationnelle, des sommes d'argent
pour tenir compte du fait que la Nodière était traditionnellement sous-financée. Et ce sont des budgets de rattrapage qui ont été accordés à certaines régions. Donc, on a ensuite, je voudrais vous parler de l'amélioration de l'accès aux services, parce que c'est soit les nouveaux services, soit de l'amélioration de l'accès aux services qui sont importants pour les Danois. Donc, au niveau, on a consolidé des trajectoires de soins et de services pour rendre ça plus facile pour les familles et les patients et les citoyens, parce que des fois, il est difficile de naviguer dans nos établissements et dans les différents programmes. Donc, il y a eu des améliorations notables pour simplifier les trajectoires de soins. Au niveau des services de proximité, on est fiers d'annoncer qu'on a accueilli 8 nouvelles candidates d'infirmières praticiennes spécialisées. Donc, dotées au 31 mars 2020, on avait 41 postes qui étaient dotés, mais sur un total de 52 postes autorisés. Donc, c'est quand même un apport considérable à la pratique de soins infirmiers. Soutien à domicile, le soutien à domicile, avec le financement qui a été accordé, il y a eu une augmentation de près de 30% du nombre d'heures de services accordés et on a pu rejoindre 4% de personnes de plus pour leur donner des soins à domicile. Donc, ce sont d'excellentes nouvelles. Et lorsqu'on regarde le volet infosocial, le 8-1 d'infosocial, on a pu vraiment maintenir un bon délai moyen de réponse en deçà de 4 minutes. L'établissement a accueilli au niveau de la cancérologie 3 nouveaux oncologues, un au CHDL et 2 à l'hôpital Pierre-Le-Gardeur. Et ça aussi, ce sont des acquisitions importantes pour permettre le dépistage du cancer et particulièrement la mise en application du programme québécois de dépistage du cancer colorectal. Au niveau des services préhospitaliers d'urgence, le ministère a accordé 4,8 millions de plus afin d'améliorer le volet de l'efficacité des ambulanciers dans le nord du territoire. Et le secteur de Terrebonne a bénéficié d'un ajout de 3 ambulances aussi. Donc, ça a permis d'intégrer 17 520 heures supplémentaires de services par année, ce qui est quand même intéressant. Il y a une clinique de la doula qui a été mise en place, qui était très, très, très attendue. Et donc, ça aussi, ce sont des améliorations importantes. Il y a eu aussi des bonifications d'offres de services pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Il y a eu le dévoilement d'une charte de milieu de vie au niveau de l'hébergement. On a introduit en milieu hospitalier les infirmières auxiliaires en natalité à l'hôpital Pierre-Le-Gardeur. Et on a aussi travaillé une stratégie de dépistage du cancer du sein dans une nouvelle perspective. On a été choisi avec la capitale nationale pour participer à un projet spécial d'intégration et d'implantation d'une nouvelle stratégie de dépistage du cancer du sein. En jeunesse, pour la santé mentale jeunesse 12 à 18 ans, le volet santé mentale deuxième ligne a transité vers la direction des programmes de santé mentale et dépendance pour améliorer le flux et la fluidité. Au niveau de la protection de la jeunesse, là aussi, il y a une restructuration, bien sûr, avec l'intention de pouvoir travailler puis mettre à profit les investissements qui ont été accordés et vraiment diminuer les listes d'attente.
Au niveau des services en enfance et en jeunesse pour le territoire de la Manoine, s'est effectué un changement important parce qu'on a pu, en 1920, bonifier l'offre de services en enfance et en jeunesse pour la population atikamekw et aussi en milieu urbain. Et c'est une démarche qui a été très bien réussie en collaboration dans un vrai partenariat avec les membres de la communauté atikamekw. Il y a eu en santé mentale le développement d'une ressource intermédiaire au sud avec un promoteur privé pour faire le maintien et l'intégration dans la communauté d'usagers inscrits au service d'un établissement public pour leur procurer un milieu de vie adapté à leurs besoins et vraiment le faire de façon beaucoup plus intéressante. C'est une nouvelle ressource d'habitation en ressources intermédiaires devant place à Repentigny. Et le CIS a travaillé aussi à sa stratégie d'accessibilité aux services en langue anglaise. Notre président a parlé des stages. Je voudrais mentionner qu'il y a eu aussi un effort pour devenir un CIS sans fumée, d'adopter une politique de développement durable et bien sûr, l'établissement s'est préparé à la pandémie COVID-19 et a travaillé justement de façon très étroite avec ses partenaires du milieu, comme l'a mentionné le président. Vous pouvez vous procurer sur le site web le rapport annuel de gestion qui fait état des résultats atteints au niveau des cibles de l'entente de gestion. Et ça va vous donner une idée de quelles sont les cibles qui ont été atteintes à 100%, à plus de 90%, et ceux qui n'ont pas été atteints, 28% des cibles n'ont pas été atteintes. Maintenant, vous parlez des données financières et des états financiers. Donc, il y a eu la production d'un rapport financier à la fin de l'année qui a été audité par des vérificateurs externes. Et donc, nous pouvons vous dire qu'au niveau de l'exercice courant, nous avions un total de revenus pour l'année de 1,065 188 et 567 en termes de revenus et en termes de charges ou de dépenses, 1,061 182 et 831, ce qui nous a permis de dégager un surplus d'exercice de 3,9 millions de dollars. Mais il faut tenir compte du fait que dans ce surplus d'exercice, il y a ce qu'on appelle les activités accessoires. Il y a du financement au niveau de la recherche qui est dédié à la recherche. Donc, le vrai surplus des activités principales était de 1,5 million de dollars. Alors, je vous remercie pour votre attention. Merci, Mme Barbé. Avant de passer à la question, un dernier rapport. Le rapport sur l'application de la procédure d'examen des plaintes. Et je demanderai à notre commissaire aux plaintes, je ne sais pas s'il est là, Steve Grenon, de nous présenter le rapport. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous m'entendez bien? Oui. Parfait, merci. Donc, je me présente, Steve Grenon, commissaire aux plaintes et à la qualité des services intérimaires depuis le mois d'octobre. Je suis commissaire adjoint aux plaintes en titre, je dirais. Donc, il me fait plaisir là, de vous présenter le rapport annuel de l'exercice 2019-2020 sur la procédure d'examen des plaintes de l'équipe du commissariat. Donc, rapidement, la composition de l'équipe. Donc, l'équipe du commissariat aux plaintes et à la qualité de service est composée d'un ou une commissaire, 2 commissaires adjoints, 4 conseillères aux plaintes, 3 agentes administratives et puis 3 médecins examinateurs. Les fonctions du commissaire et de son équipe, donc assurer le respect des droits des usagers, leur satisfaction et le traitement diligent de leurs plaintes,
intervenir de sa propre initiative lorsque des faits sont portés à sa connaissance ou lorsque des motifs raisonnables de croire que les droits d'usager sont lésés. Donc, dans le jargon, c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'intervention. Donner son avis sur toute question relevant de sa compétence soumise par le conseil d'administration ou les différents comités du conseil. Traiter les signalements en vertu de la loi sur la maltraitance pour protéger les aînés et toute personne adulte majeure en situation de vulnérabilité. La juridiction du commissaire, donc tout près de plus de 60 instances, les services préhospitaliers d'urgence, les organismes communautaires, les résidences privées pour aînés, les RPA, les 100 quelques RPA du territoire de la Naudière, les ressources intermédiaires, les ressources d'hébergement et dépendance, les ressources non institutionnelles, RNI, les ressources de type familial, les instances du CIS de la Naudière, donc que pour nommer ceux-ci, les centres hospitaliers, les CHSLD, les CLSC, et les différents organismes pour lesquels il y a une entente de service aux fins de prestations qui sont conclues entre le CIS et l'organisme en question. Quelques statistiques. De l'ensemble des dossiers de plaintes traités ou dossiers d'intervention, au global, ça représente 2188 dossiers. Ça constitue une augmentation de 25 %. Au niveau des dossiers de plainte, on constate que pour l'exercice 2019-20, il y a eu 1178 dossiers de plainte, une augmentation de 4,4 % comparativement à l'année précédente. Au niveau des interventions, des 222 dossiers, 93 % d'augmentation. Les assistances, une augmentation de 34 % avec 561 dossiers. Les consultations, une augmentation de 67 % et au niveau des signalements de maltraitance, ça représente une augmentation de 300 %, donc 152 dossiers, ce qui semble substantiel, considérant que la loi sur la maltraitance était quand même assez nouvelle. Je ne peux pas conclure qu'il y a plus de maltraitance, mais simplement que les signalements sont maintenant compilés et reçus par l'équipe du commissariat aux plaintes. Donc, je vous ai fait part des pourcentages d'augmentation. Les différentes instances divisées par les plaintes, en ordre décroissant, donc les missions hospitalières pour 49 % des plaintes, suivies par les missions d'hébergement, les CHSLD. Par la suite, la DPJ, Enfants protection de la jeunesse, la direction de la jeunesse également. Mission CLSC, les autres instances, pour 5,6 %. Les RPA, les résidences privées, 3,5 %. Les missions de réadaptation et les missions ressources intermédiaires de type familial pour 2,12 %. Les motifs de plainte traités concernaient, dans 32 % des cas, les soins et services dispensés, l'accessibilité dans 29 %, l'organisation du milieu des ressources matérielles dans 13 %, les relations interpersonnelles dans 12 % des cas, les droits particuliers dans 5,8 % et les aspects financiers 4,7 %, que ce soit des certaines facturations, pertes d'objets, réclamations, etc. De tous les motifs de plainte traités, autant au niveau des plaintes et des interventions, 1360 motifs, 365 ont culminé avec une mesure, donc des recommandations. Pour 789 motifs de plainte, il n'y a eu aucune recommandation faite par l'équipe du commissariat et 206 motifs de plainte n'ont pas été complétés, soit pour rejet après examen sommaire, abandonné par le plaignant ou l'usager, refusé, cessé ou résolu en cours d'examen, avant la fin de l'examen de la plainte. Les mesures correctives ou recommandations, donc, comme je mentionnais, 1603 motifs de plainte et d'intervention, pour lesquels 435 mesures d'amélioration ont été proposées par l'équipe du commissariat. De ces motifs, 189 mesures ont été faites à une portée individuelle, c'est-à-dire qu'ils visaient plus particulièrement une situation particulière ou une personne. Un total de 10 dossiers a été dirigé aux directions concernées pour études disciplinaires. 246 mesures étaient à portée systémique, c'est-à-dire qu'ils visaient l'ensemble ou une grande partie de l'organisme ou de la direction concernée.
Les délais de traitement maintenant. Près de 88 des plaintes ont été conclues dans le respect du délai prévu par la loi de 45 jours, ce qui constitue une amélioration par rapport à l'année précédente. L'année précédente, le délai était de près de 81 %. Le délai moyen des traitements des dossiers, 25 jours. En ce qui concerne le recours au protecteur du citoyen, 35 dossiers ont été transmis au protecteur, comparativement à 46 pour l'année précédente. Des 44 dossiers conclus au protecteur, 39 n'ont pas fait l'objet de recommandations, 5 ont fait l'objet de recommandations. Les principaux secteurs visés par les plaintes dirigées en deuxième instance, les CHSLD, les centres jeunesse, le centre hospitalier, les ARI et CHSLD, les organismes communautaires, le Myriade, le mécanisme d'accès à l'hébergement, les guichets d'accès à un médecin de famille, et puis les CLSC. Maintenant, la portion des plaintes médicales. 133 plaintes ont été transmises aux médecins examinateurs, ce qui constitue une augmentation de 2 %. 199 plaintes ont été conclues. 28 plaintes demeurent en attente à la fin de l'exercice, ce qui constitue une nette diminution par rapport à l'année précédente. 10 dossiers ont été transmis pour examen au comité de révision, ce qui constitue une diminution également comparativement à l'année précédente. Les motifs de plainte pour les plaintes médicales concernaient dans une forte proportion les soins et services dispensés, suivi des relations interpersonnelles, l'accessibilité et puis tout autre motif, dont l'aspect financier, règles et procédures, confidentialité ou autres informations. Les recommandations maintenant des médecins examinateurs. 199 plaintes médicales conclues ont fait l'objet de 41 mesures correctives ou recommandations pour améliorer soit l'attitude des professionnels concernés par les plaintes ou la qualité des soins et services dispensés. De ces plaintes, 19 ont été acheminées vers le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens à des fins d'études disciplinaires. Maintenant, le comité de révision. L'objectif, en fait, du comité de révision, confirmer les conclusions du médecin examinateur, requérir du médecin examinateur un complément d'examen, le cas échéant, recommander au médecin examinateur ou aux parties elles-mêmes toute mesure visant à la réconciliation, puis acheminer la plainte au comité de discipline, le cas échéant. Les activités du comité de révision, 10 dossiers ont été analysés par celui-ci, dont 2 ont été conclus avec une demande de complément d'examen. Aucun dossier a été acheminé vers le CMDP pour étude à des fins disciplinaires par le comité de révision. Quelques mots sur la loi, en vertu de la loi sur la maltraitance, les signalements de maltraitance à proprement dit. Donc, la loi adoptée le 30 mai 2017, différentes mesures visant à prévenir la maltraitance envers les personnes âgées vulnérables ou à lutter contre celle-ci. La loi prévoit toujours 6 mesures. L'adoption obligatoire d'une politique. La politique au sein du CIS est adoptée. Bonification du rôle du commissaire aux plaintes, proprement dit la réception et le traitement des signalements. Possibilité de lever la confidentialité ou le respect professionnel lorsqu'il y a un risque sérieux de mort ou de blessure grave. La protection contre les représailles et l'unité de poursuite pour les signalants. La personne signalant. Donc, la réglementation de l'utilisation de caméras ou d'autres mécanismes de surveillance, particulièrement dans les CHSLD ou autres milieux de vie. Mise en place d'une entente cadre nationale et de processus d'intervention concerté pour lutter contre la maltraitance. Ça aussi, ce processus et cette entente cadre est en vigueur. Et les signalements obligatoires de certaines situations de maltraitance. L'obligation de signalement concerne 2 cas de figure pour les personnes hébergées en CHSLD ou pour les personnes sous tutelle ou curatelle à l'égard desquelles un mandat de protection est homologué. Donc, la loi vise tout prestataire de services de santé et de services sociaux ou tout professionnel au sens du Code des professions. L'obligation par le commissaire ou son équipe de prendre les mesures nécessaires pour protéger l'identité du signalant. Donc, on conserve la confidentialité du signalant. Quelques statistiques sur le nombre de signalements reçus par l'équipe. 152 signalements ont été reçus et traités.
142 signalements ont été traités en vertu de la loi sur la maltraitance. 10 ont été traités en fonction du régime d'examen des plaintes. Vous voyez la déclinaison du nombre de signalements, donc du type de signalement, je dirais. 62 signalements pour de la négligence matérielle ou financière, 37 pour la négligence ou violence psychologique, 37 signalements maltraitance, négligence, violence physique, 9 signalements pour de la maltraitance organisationnelle, 3 signalements pour la discrimination ou de l'agisme, 3 signalements pour de la maltraitance sexuelle et 3 signalements pour violation des droits. Donc, au total, 36 mesures ou actions ont été posées en collaboration avec les différentes directions, que ce soit la direction du soutien à l'autonomie et des personnes âgées, la direction du programme de déficience intellectuelle ou les autres directions de la qualité pour faire cesser la maltraitance. Le traitement des signalements a conduit à des mesures de protection pour les victimes et dans 5 dossiers, à des mesures disciplinaires auprès des employés lorsque la maltraitance était faite par un membre du personnel du CIS. Provenance des signalements, la communauté ou une tierce personne, 61 signalements, CHSLD, 54, les RPA, 26, le CHDL, 21, le Centre hospitalier, le Gardeur, 19 et les CLSC, 12. Ce qui conclut ma présentation. Merci beaucoup. Merci, M. Grenon. On passerait maintenant au dernier point à l'ordre du jour, à savoir la période de questions. Est-ce que les gens présents à l'Assemblée générale ont une ou des questions, soit pour M. Grenon, soit pour Mme Barbier ou membres du Conseil? Alors, je vous cède la parole. Les questions vont m'être transmises par Mme Pouliot. Donc, je conclus que les rapports de Mme Barbier et de M. Grenon étaient très clairs. Je vous invite, comme Mme Barbier l'a fait, pour plus de renseignements, d'informations, pour des informations plus pointues, vous pouvez consulter notre rapport annuel de gestion qui inclut tous ces rapports-là et beaucoup d'autres. Vous pouvez le consulter sur le site du site. Alors, je vous remercie d'avoir participé à cette assemblée annuelle. Alors, je rappelle que ça met fin à notre assemblée. On espère que c'est la dernière assemblée annuelle qu'on fait sous ce format-là et que, comme le dit l'expression fortement employée de ce temps-là, notre prochaine, nous la souhaitons en présentiel. Et en attendant, je vous invite aussi, tantôt à 7h, à 19h, c'est la réunion régulière du conseil d'administration qui, comme vous le savez, nos rencontres de conseil d'administration sont publiques, alors vous êtes les bienvenus à 19h. À 18h45, M. Perrault. Pardon? 18h45. 18h45, je m'excuse. Alors, vous êtes les bienvenus et ça termine notre rencontre pour ce soir, notre assemblée annuelle. Merci beaucoup à tout le monde.